Dans le cadre d'un projet du Centre des recherches ibériques et ibéro-américaines de l'Université Paris-Nanterre, qui a pour but de mettre en avant le monde de la traduction, j'ai la joie de présenter Justine Ladec, titulaire d'un Master Pro de traduction littéraire et membre d'un collectif de traduction depuis novembre 2011, la Constellation del Caméléon. Merci Justine d'avoir accepté de nous parler de ton expérience. Merci à toi. Dans un premier moment, je souhaiterais que tu nous parles de ce qui t'a mené vers le monde de la traduction. Bon, j'imagine qu'il est en relation avec ton parcours académique. Raconte-nous cette histoire. Alors, en fait, depuis mon DUG et ma licence, j'ai toujours eu des profs en version qui m'ont dit « Justine, vous devriez vous lancer vers la traduction. On sent que vous avez un goût pour les mots et vous avez vous avez des facilités, vous devriez vous lancer vers la traduction. » Ce goût pour les mots, il est venu depuis que tu es toute petite. Je pense qu'il est venu très vite. En fait, il est venu avec le goût de la littérature et de la lecture. Tu aimais beaucoup lire? Oui. Et pourquoi l'espagnol? Du coup, pourquoi traduire vers l'espagnol? Bon, de l'espagnol au français. Parce que mon cœur a basculé entre l'espagnol et l'anglais à un moment et que j'ai préféré l'enseignement de l'espagnol à la fac. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu ailles plutôt vers l'espagnol? Alors, l'élément déclencheur de l'espagnol, je ne sais pas. Après, l'élément déclencheur qui m'a poussé à accorder plus de place à l'espagnol, je pense que ça a été ma rencontre avec Caroline Lepage. Et ça a été justement quand à la faveur de recherches sur Internet, j'ai découvert qu'elle avait un blog et qu'elle proposait justement de la traduction à Bordeaux, ce qui me semblait très très loin à l'époque parce que je n'habitais pas du tout dans la région. Et du coup, je me suis posé des questions pendant quelques années. J'y vais pas. Et bon, après de multiples échanges avec Caroline et de multiples projets auxquels j'ai eu la chance de collaborer et de participer grâce à elle, je me suis lancée vers un Master 2 à Bordeaux. Donc avant, tu avais fait une licence, c'est ça? Oui, alors avant, j'ai fait une licence et j'ai fait une maîtrise. C'était par rapport à... C'est l'équivalent d'un M1 en fait. Il y avait toujours cette relation avec la traduction? Il n'y avait pas de relation avec la traduction puisque j'avais travaillé sur la religion au siècle des Lumières en Espagne. Ah oui, quand même, c'est différent. Oui. Madame Caroline Lepage, elle a su t'entraîner vers la traduction. Oui, oui. Elle a découvert qu'il y avait un terrain fertile pour la traduction et elle a su faire pousser tout ça. Donc tu l'as fait à Bordeaux, c'est bien ça? J'ai surmonté bien des obstacles. Ah, ben on va en parler de ces obstacles, c'est très intéressant. Donc tu as fait tes études à Bordeaux, ton Master 2. Oui, alors j'ai fait mon Master 2 à Bordeaux en 2012. Et une fois les diplômes décrochés, où as-tu commencé à traduire? Alors, pour le compte de Caroline Lepage et de Lecture d'ailleurs, justement, qui est un projet qu'elle a monté de toutes pièces et auquel j'ai donc eu la chance de participer depuis les débuts de la création, donc en 2011, puisque ça a commencé là. Donc ça fait 10 ans que tu travailles avec elle. Voilà. Et comment vois-tu ces 10 années qui sont passées? Alors, je vois au début, mais j'en parlerai après dans tes questions suivantes, je vois des traductions laborieuses au démarrage. Quand je les relis aujourd'hui, je me dis, tiens, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Tu nous conseilles alors de ne pas relire les traductions faites?
Ou de les relire justement, mais pour constater les progrès et l'évolution. Et donc, du coup, tu as gardé les contacts avec Madame Caroline Lepage. Oui, oui. J'ai de très fréquents contacts avec elle. J'ai aussi gardé des contacts du coup avec beaucoup des membres du blog Lecture d'ailleurs, puisqu'on traduit toujours, on traduit essentiellement en collectif. Donc ce qui est enrichissant finalement. Est-ce que tu fais seulement de la Est-ce que tu fais seulement de la traduction ou tu corriges également ou dans la lecture d'ailleurs? Je peux corriger et faire des relectures. Très bien. Est-ce qu'il y a eu, je pense avoir trouvé, mais j'aimerais bien que tu m'en parles, une traduction qui a été publiée, si je ne me trompe pas, en 2013. Oui. Alors là, par contre, si c'était à refaire aujourd'hui, si on me l'a proposé aujourd'hui, je dirais non. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que c'était en fait une retraduction de Juan Rulfo, donc c'est la 4e traduction. Et c'était justement ma première traduction publiée en solitaire et pour un éditeur. En fait, je ne referai plus jamais l'erreur d'accepter ce genre de projet. Parce que quand tu te lances dans une traduction qui a déjà été publiée, qui a déjà été traduite par des pointures de la traduction avant toi, forcément, ton travail sera soumis aux critiques qui ne sont pas toujours très constructives ni forcément bienveillantes. Donc, ce serait à refaire aujourd'hui, je dirais non, et je me lancerai dans un texte qui est complètement inconnu. Quel est le titre de l'œuvre que tu as traduite? La plaine en flamme. Eliane Wenyamas. Est-ce que tu as relu cette traduction? Non, je ne la relis pas. Je suis contente malgré tout de l'avoir fait, mais vu les critiques qu'elle a essuyées, non, je préfère oublier. Mais... Tu préfères te concentrer sur ta traduction collective. Voilà. Très bien. Ou sur d'autres projets, mais en tout cas, je préfère tourner la pêche sur celui-là. Et du coup, quelle est la traduction qui t'a les plus marqué des côtés, d'une manière positive, et pourquoi? Alors, je ne sais pas s'il y en aurait une forcément. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire? Que je suis plutôt rompue, on va dire, à la pratique de la traduction du micro-récit ou de la nouvelle, mais qu'après, même traduire un roman, en fait, ne m'effraierait pas. Bon, dans un délai raisonnable, bien sûr, parce que pas dans des délais trop courts. Bien sûr. Traduire sous pression, c'est jamais bon non plus. Tu nous donneras des conseils après sur Oui, voilà. sur ça. Mais par contre, après, voilà, donc je suis plutôt habituée à la nouvelle et au micro-récit. Par contre, après, il m'arrive aussi d'avoir des articles de presse ou des actes de colloque à traduire et j'avoue que ça me plaît aussi, en fait. Tant que ça reste littéraire, moi, tout me va. Sauf la poésie. Pourquoi? Parce que c'est là où en général, c'est là où c'est le plus compliqué à traduire. Pour bien rendre le style poétique ou pour être sûr de ne rien oublier, de ne passer à côté de rien. Et c'est déjà tellement imagé à soi tout seul que pour réussir à traduire la poésie, il faut vraiment aimer, faut aimer ça. Mmh. Et alors, tu nous as parlé des traductions des micro-récits. Est-ce qu'il y en a eu un d'important pour toi ou dont tu gardes un bon souvenir? Alors oui, c'était donc le pisteur du Chilien Pedro Guillermo Rara. Et donc je vais vous le lire. Je suis pisteur professionnel, je hume le vent et je sais dans quelle direction chercher la trace.
J'observe le feu, je sais d'où viennent les mots. Je sais lire les pas, les murmures, les replis de la montagne. On me dit, voilà ce que nous avons, le petit os d'une phalange. Moi, je m'immerge dans le sable du désert d'Atacama et je retrouve le corps. On me dit, voilà ce que nous avons, le pline de la corde, de la guitare. Moi, j'inspecte les plus bas-fonds et je retrouve l'assassin. On me dit, voilà ce que nous avons, une bouteille vide. Moi, je sonde les océans et sur une plage, je récupère le dernier message. J'ai été pisteur professionnel, mais on m'a fait disparaître une nuit de septembre. Je piste désormais mon corps dans les déserts du monde, dans les bas-fonds et dans tous les océans. Sauf que je ne me retrouve pas. Oui, excellent. Maintenant, je comprends pourquoi tu aimes. Parle-nous un peu. Pourquoi il t'a J'ai marqué? trouvé ça très poétique, moi. Attends, mais tu J'avais viens de nous trouvé dire... ça très poétique et très percutant comme texte. Tu viens quand même de nous dire que tu préfères ne pas traduire la poésie. Oui, oui, non, mais la vraie poésie, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a Après, ces si textes? vraiment il faut faire attention aux rimes, et non, c'est. Puis la poésie a un langage particulier, donc je préfère laisser sa poésie dans sa version originale. Qu'est-ce qu'il y a ces textes en particulier qui t'a tant marqué? C'était la traduction? C'était l'ambiance de la montagne, et puis après, c'était le choix des mots, parce que je trouvais ça. Enfin, il m'a vraiment marqué parce que je l'ai trouvé très beau, en fait. Bon, après, j'en ai tellement traduit que c'est compliqué d'en choisir qu'un. Mais celui-là a une saveur particulière. C'était l'un de tes premières, peut-être? Non, parce que justement, les premières vont arriver après dans les traductions qui m'ont le plus marqué parce qu'elles ont été les plus difficiles. Ah, mais parlez-nous alors. Pourquoi ils ont été si difficiles, ces traductions? Alors en fait, j'en ai 3 qui me viennent à l'esprit là. Il y avait Fireman de Nicolas Mavrakis qui est argentin. Il y avait aussi Eldorado Café de Flor Romero qui est colombienne. Et sinon, il y avait aussi L'Oiseau vert de Juan Emar, qui est chilien, il me semble. Et c'est vrai que ces 3 textes-là ont fait partie de mes premières traductions. Et alors, non pas que les textes ne m'aient pas plu, mais c'est juste que comme c'était les premières, et ben, on avançait très lentement et c'était très laborieux. Et je pense qu'avec du recul, ça pourrait aller mieux aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est normal d'avoir ces premières hésitations au moment de traduire quand on commence? Alors, de toute façon, c'est toujours normal parce qu'on les a toujours. Je pense qu'à partir du moment où on les a plus, c'est qu'on a trop confiance en soi et là, c'est pas bon non plus. Alors, c'est important pour toi d'hésiter, de prendre les temps pour chaque mot, pour chaque phrase? Oui. C'est important aussi, justement, d'y penser. Si on se trouve face à une difficulté, à mon avis, c'est important de laisser décanter, de laisser reposer 2 jours, 3 jours si nécessaire, et d'y revenir après à tête reposée et de revoir les choses sous un angle différent. Alors, selon toi, quelles sont les 3 qualités? Parce que là, tu me parles d'être patient, être ouvert, être quand même réflexif. Quelles sont pour toi les qualités indispensables pour devenir un bon traducteur? Alors, je dirais qu'il faut déjà la passion, ça c'est sûr. Si on n'a pas la passion des mots et de la littérature, ben, on peut arrêter tout de suite. Après, je dirais qu'il faut Enfin, pour être traducteur littéraire, je parle, hein, parce que si on veut être traducteur technique, on peut très bien y aller sans être passionné. Hein. C'est pas du tout la même chose non plus. Donc, être patient et quoi d'autre alors? Alors, il faut avoir la passion. Après, il faut surtout être
patient et être curieux et persévérant. Parce que curieux, parce qu'il faut toujours aller faire des recherches et s'assurer qu'on a raison avant de se dire je suis sûre c'est ça. Donc il vaut mieux faire des recherches et prendre du temps et rendre un travail de qualité plutôt que d'y aller à l'instinct et puis de se dire tant pis si je me plante. Et puis après, je pense surtout qu'il faut de la persévérance et de la patience et que voilà, quand on est passionné, de toute façon, c'est des qualités qu'on aura forcément parce que si on aime ça malgré tout, on prendra le temps nécessaire de produire de la qualité. Qu'est-ce qui est le plus motivant pour toi dans le fait de traduire? Je dirais que c'est avoir la satisfaction déjà d'avoir essayé de donner le meilleur de soi-même. Après, c'est aussi dans ce projet-là, notamment de faire connaître des jeunes auteurs qui sont pas très connus et qui méritent souvent la reconnaissance. Donc, c'est bien aussi de pouvoir les faire connaître dans une autre langue et dans une autre culture. Et après, je dirais que malgré tout, quand on traduit, comme dans beaucoup de disciplines d'ailleurs, je pense qu'on est sans cesse en train d'apprendre et c'est assez enrichissant. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des projets de traduction en cours? Alors actuellement, oui, j'en ai un avec ma collègue donc Elena Génaud qui fait partie justement du collectif depuis le début elle aussi. Et on est en train de traduire un volume consacré à une Argentine qui s'appelle Patricia Nacello et c'est un volume de micro-récits. À part lecture d'ailleurs. À part lecture d'ailleurs, pour l'instant, non. J'ai une dernière question pour toi qui Oui. m'intéresse. Est-ce que tu penses que le fait de traduire a changé ta manière de lire, de voir les textes? Alors, oui, parce que maintenant, oui, parce qu'il arrive que je me dise, tiens, est-ce que j'aurais dit ça si c'était moi? Est-ce que je l'aurais traduit comme ça? Donc oui, forcément, ça change. Après, je pense il faut pas non plus être obnubilé par ça, mais oui, ça modifie forcément la perception. Merci beaucoup, Justine, pour cet entretien. Je t'en prie, merci à toi.